Salam alaikum, bonjour. Désolée pour l'attente et le temps que j'ai mis à refaire un audio, mais j'ai été débordée, tout simplement, justement par le fameux PN qui est le père de mes enfants. Je vous le raconterai dans un autre audio. Là, tout de suite, je voulais vous faire un audio concernant les femmes perverses narcissiques, car j'ai beaucoup de reproches de gens, notamment des hommes, qui pensent que les femmes voient en leur conjoint un pervers narcissique pour se déresponsabiliser ou pour jouer les victimes. Alors, il n'y a pas que des hommes en pervers narcissique, il y a aussi des femmes, et j'en ai connu plusieurs dans ma vie, notamment une en ce moment qui fait la misère à mon frère. Donc voilà, alors pour dresser un peu le topo, mon frère est un homme qui a une maladie psychiatrique, médiquée, stabilisée, et il s'est marié avec une femme qui vient du Bled, d'Algérie. Donc ils ont eu 2 enfants, et à la suite donc, de plusieurs années de souffrance, et quand on a découvert son vrai visage, elle a pris les enfants et elle est partie chez son copain. Voilà, donc ça fait 1 an et demi que mon frère n'a pas vu ses enfants, donc parce qu'en plus elle les maltraitait, donc il y a eu les services sociaux, elle a joué la victime, donc les services sociaux ont complètement oublié qu'ils venaient pour les enfants, donc ils ont décidé de la protéger elle, parce qu'elle leur disait qu'on la maltraitait, alors qu'elle n'a jamais vu de médecin, qu'elle a déjà été à la police, mais qu'elle n'a jamais déposé plainte. Elle a été à la police pour dire qu'elle abandonnait le domicile. Elle aurait pu en profiter pour dire qu'elle était maltraitée, mais non. Tout simplement parce qu'elle sait très bien qu'il y a des procédures d'expertise, étant donné qu'elle a vécu, elle a vu, elle a assisté et entendu toutes les procédures par lesquelles je suis passée quand j'ai quitté mon ex-mari, notamment l'ordonnance de protection judiciaire, l'expertise psychologique, l'expertise physique aux UMJ. Donc elle sait qu'à travers tout ça, elle ne passera pas, puisque ce sont des mensonges, tout simplement. Donc du coup, elle n'a ni déposé plainte, ni demandé à voir un médecin, et pourtant, elle allait à la PMI tous les jours. Elle voyait une assistante sociale, une puéricultrice et des médecins. Donc voilà, donc pour vous dresser le topo de la fausse victime. Alors la pervers narcissique, en tant que femme, c'est une catastrophe, parce que la femme, de par sa nature, elle est déjà positionnée en victime, puisqu'on la qualifie souvent d'être faible. Donc du coup, il suffit alors elle est toute petite, elle est toute maigre, alors quand on la voit, on a pitié, hein, elle a les larmes qui coulent très facilement. C'est typique du pervers narcissique, il n'y a pas de dignité. Donc en général, les vraies victimes ont vraiment beaucoup de mal à s'exprimer et à dire ce qu'ils ressentent. Eux n'ont pas de problème pour ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis en procédure de divorce, 4 ans et demi, et c'est que maintenant, après 10 ans de vie commune et 4 ans et demi de procédure de divorce, que j'arrive à en parler et à extérioriser. Et encore, il m'arrive des fois de me dire non, j'ai pas envie de parler de ça, ou il y a des souvenirs qui me reviennent et je me dis non, ça je suis pas encore prête à le verbaliser. Donc voilà. Alors que eux, non, ils vous donnent des détails, ils reprennent les histoires des autres. Alors comme ce sont des mensonges, forcément, ça s'embrique pas, donc on se pose des questions. Après, ils disent non, c'est pas grave, je préfère pas en parler. Voyez, donc il n'y a pas vraiment il y a pas de cohérence en fait dans les récits, et c'est pour ça que ces gens-là ne font pas de procédure judiciaire, parce qu'ils savent très bien que les médecins, les psychologues, les psychiatres, toutes les expertises qui pourraient y avoir ne pourront pas valider la théorie de la victime. La perverse narcissique, donc, comme le pervers narcissique, a une grande histoire d'amour avec l'argent. Alors celle-là sur laquelle on est tombé, c'est une mafia. À elle toute seule, c'est une mafia. Alors, elle vient du Bled, d'un village qui s'appelle Chbekia, qui est à côté de Marnia et qui est à l'ouest de l'Algérie, donc à côté avec la frontière du Maroc. Elle a un frère qui a été condamné à 20 ans de prison pour trafic de cannabis, de comprimés hallucinogènes, de drogue, de toutes sortes de stupéfiants en fait. Et donc il y a eu plusieurs arrestations dans sa famille, ses neveux. Il y a toujours quelqu'un en fait dans un trafic. Et du coup, il y en a même un qui a été arrêté pour détention de mines antipersonnelles. Et il n'y a pas très longtemps, on a découvert que 2 de ses frères étaient fichés à Interpol. Donc tout ça dans la procédure en fait qui nous a mené à demander la garde des enfants, puisque quand elle est partie avec les enfants, et elle refuse de nous laisser les voir, tout simplement parce que mon neveu, l'aîné, qui a bientôt 8 ans, a été témoin de nombreuses choses qu'il nous a racontées.
qui l'a raconté à la police également, puisqu'on avait peur de certaines choses que je vous raconterai. Et vous verrez que c'est une histoire à tomber par terre. Autant vous dire que moi, la télé, je ne la regarde quasiment plus. J'ai un scénario digne d'Hollywood, d'une série Netflix, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne comprends pas comment on peut vivre des choses pareilles, comment des monstres pareils peuvent sévir sans justice directe. Mais je sais que la justice de Dieu, ça s'accomplira un jour de toute façon. C'est juste, la patience est vraiment difficile quand il y a autant de souffrance et qu'il y a autant de personnes impliquées dans cette souffrance. Alors, ce que je voulais donc continuer dans l'histoire, donc elle est venue, ils se sont mariés en Algérie en 2011, donc c'est une personne qui est de ma famille, c'est-à-dire que sa mère, c'est ma tante maternelle, à savoir que sa mère, c'est la sœur de ma mère, mais uniquement du côté de sa mère, donc elles ne portent pas le même nom, elles n'ont pas grandi ensemble, elles ne sont pas du tout de la même génération, elles ont à peu près une quinzaine d'années d'écart, donc voilà, donc ma mère, elle a des neveux qui sont plus âgés qu'elle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas vraiment de lien affectif, c'est-à-dire qu'on ne les connaissait pas trop. Nous, on n'a pas vraiment enquêté sur eux. Vous savez comment c'est au bled. On parle des gens, etc. On regarde la réputation, etc. Et du coup, nous, on s'est basé sur ça. Enfin, ma famille, parce que moi, j'étais pas du tout d'accord pour ce mariage-là. Alors ensuite, donc ils se sont mariés. Au début, mon frère voulait continuer à vivre en Algérie puisqu'il y avait vécu de nombreuses années dans le passé et que c'est un climat et une mentalité qui lui conviennent. Et donc, il a voulu vivre là-bas. Sauf que bon, comme il a un traitement assez lourd, il était de toute façon condamné à revenir régulièrement voir le médecin. Donc du coup, finalement, il a finalement décidé de revenir. Mais ils ont vécu, il est resté, il faisait les allers-retours, ils sont restés quelques mois en Algérie. Et donc, au bout de 4 mois, on a été cambriolés. Ma mère avait laissé tous ses bijoux, donc des milliers d'euros, hein, on parle de milliers d'euros, dans un coffre, dans la maison, dans une pièce fermée à clé, dont visiblement elle avait connaissance puisqu'elle espionnait énormément. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais vous voyez, c'est le genre de nana elle devient une caméra, elle devient un petit trou noir hein, quand elle est dans la pièce. Et elle entend tout, elle remplit tout dans sa tête et ensuite elle exécute. Alors, je vais vous dire, moi, avec toute l'analyse de toutes ces années, son frère qui est en prison, je pense que c'est elle qui était la coupable et que lui a payé les pots cassés pour elle parce que comme c'est une femme, il n'a pas osé la laisser aller en prison. Le gars est marié, il a 2 gosses qu'il ne voit pas pendant 20 ans. Donc il faut voir le sacrifice. Et quand je vois aujourd'hui comment elle nous a fait, ben, je comprends que c'est elle le cerveau de leur trafic. Alors, donc ils sont restés quelques mois. Donc au bout de 4 mois, on a été cambriolés. Il faut savoir que nous, on vit dans un village. La maison date... donc mon père avait commencé à la construire en 78. On est en 2020. Ils se sont mariés en 2011. Entre 78 et 2011, on n'a jamais été cambriolés. C'est-à-dire qu'il y avait même le terrorisme en Algérie. Des gens à côté ont été cambriolés. Il y avait des volets en bois. Juste on donnait un coup de pied, ça tombait par terre. Hein. On n'a jamais été cambriolés. Elle arrive, 4 mois après, on est cambriolés lors de ma mère part. Le gendarme qui est venu faire, les gendarmes qui sont venus faire l'état des lieux du cambriolage, on dit que la manière dont la porte était cassée, tout simplement, c'était du faux. C'était un montage, c'était pour faire semblant, pour faire croire à un cambriolage et que ce n'en était pas un. Donc du coup, il a demandé à qui elle avait laissé la clé. Elle a dit à ma belle-fille. Il a regardé la nana, il lui a dit tu la connais depuis longtemps. Elle a dit c'est la femme de mon frère, ça fait 4 mois. Donc il lui a dit, il l'a regardé en lui disant méfie-toi. Donc voilà, donc il savait très bien de quoi parler, il l'a immédiatement jaugé. Donc ensuite, ma mère repart en France et on la rappelle, je crois, 2 ou 3 mois après, de nouveau cambriolage, parce qu'elle a cru qu'on allait remettre, ma mère avait refait les serrures, donc elle a cru qu'elle allait remettre des choses dedans, mais manque de peau pour elle, il n'y avait rien d'autre. Donc elle a volé des bijoux, des belles robes, tout ce qui peut se vendre en fait, tout. Elle vole même des vieux vêtements qu'on vend en brocante, tout ça, elle vole tout. La boîte à aiguilles, les cuillères, tout y passe, toute la vaisselle que ma mère avait emmenée dans les années 80, pour les Maghrébins qui connaissent cette vague-là. Moi, mes parents sont venus à la fin des années 70 en France. Mon père avait construit parce qu'il voulait faire le retour en Algérie dans les années 80. Bon, il est décédé entre-temps. Mais pendant toute cette période où nos parents amenaient... parce que bon, l'Algérie sortait de la guerre, donc il manquait beaucoup de choses pour se
pour le mobilier dans la maison, pour comment dire, pour se meubler, des choses comme ça. Et ben, ils ramenaient les couvertures, de la vaisselle, parce qu'avant le poids c'était pas comme maintenant, et puis beaucoup partaient en voiture et emmenaient tout ce qu'ils voulaient. Alors du coup tout est parti, tout, elle a tout volé, tout, parce que ma mère était en France, elle était là-bas. Moi mon frère avec sa maladie, ben, c'était pas quelqu'un qui se méfiait, hein. Il s'est marié, on se marie pas pour se dire je me méfie, je dois surveiller ma femme comme le lait sur le feu. Donc du coup lui il sortait. Et bah du coup, elle ramenait, elle emballait tout. À chaque fois que sa famille venait, elle repartait avec des sacs. Donc on savait pas ce qu'il y avait dedans. Moi, ma mère, c'était pas du genre à fouiller, à embêter sa belle-fille. Donc du coup, elle se posait pas de questions. Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends les belles-mères en Algérie, notamment. Après le reste du Maghreb, je pense que c'est pareil. Je comprends aujourd'hui les belles-mères quand elles marient leur fils, pourquoi elles font la misère à leur belle-fille. Je le comprends parce qu'en fait, la plupart, ce sont des voleuses, des menteuses. Donc quand elles les ramènent, le gars, il a voulu cette fille, elle marie son fils, mais elle sait très bien ce qu'elle a ramené chez elle, ce qu'elle a ramené chez elle. Donc du coup, elle est obligée de la rééduquer. Alors, en ville, maintenant, comme les gens, comme je l'avais déjà dit dans un précédent audio, en ville, les gens étudient, les gens ont une autre vie, beaucoup de gens travaillent et n'ont plus du tout cette mentalité-là. Alors, ce qui est bien, c'est que ça change, mais en campagne, eh ben, malheureusement, c'est encore comme ça. Et il y a des gens, les gens mauvais, ils sont partout, hein, mais quand l'éducation est en plus dans ce sens-là, eh bien en fait, c'est problématique puisque c'est très difficile, c'est très difficile à corriger. Il faut un miracle et bon, on sait que ça existe, mais nous on ne l'attend pas, hein. Nous on veut juste vivre notre vie tranquillement avec nos enfants. Et donc ils se sont mariés en 2011, il y a eu le cambriolage 2 fois, ensuite elle est tombée enceinte. Et mon neveu est arrivé au monde en Algérie en 2012. Ensuite, mon frère en avait un petit peu marre des allers-retours. Donc en juin 2013, lui, il est rentré en janvier 2013. Et ensuite, il est reparti 2 fois. Et ensuite, en juin 2013, elle est venue ici avec mon frère et leur fils. Donc ils sont venus ici, ils avaient un appartement. Ma mère, à ce moment-là, il y avait eu les problèmes avec mes sœurs. Donc, ma mère a dû lâcher son appartement qui lui coûtait trop cher et qu'en plus, ma sœur lui avait créé des dettes. Au lieu de payer le loyer, elle avait pris l'argent avec son pervers, celle dont je vous avais parlé qui était avec un pervers narcissique. Donc, elle avait profité de l'absence de ma mère pour lui vider son compte. Et elle ne payait pas le loyer, ce qui fait que ma mère s'est retrouvée avec des dettes. Donc, elle a dû quitter son logement. Et et mon frère était parti en cité universitaire, donc elle se retrouvait toute seule. Elle s'est dit, je vais aller chez mon fils le temps de me refaire une santé financière. Donc comme elle était en plus co-titulaire du bail pour lui faciliter l'accès au logement, puisque lui, en tant qu'handicapé, ce qu'il touchait en allocation ne lui suffisait pas. Donc du coup, elle est partie. Donc elle a pris la petite chambre, eux avaient la grande chambre, avec le bébé, ça tenait encore. Bien. Donc là, ils sont dans leur logement, tous ensemble. Ma mère s'est refaite une santé financière et donc a voulu repartir. Et ma belle-sœur a dit non, 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 tu restes avec nous. Forcément, moi, ma mère, elle a une bonne retraite, elle achète des vêtements à gogo, elle aime bien manger, elle se soigne, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un qui a des goûts de luxe qu'elle peut se permettre. Sauf que ma mère, comme elle achète beaucoup de choses, et elle se souvient de tout ce qu'elle achète, eh bien, elle ne faisait pas attention que les choses disparaissaient. Parce que comme elle emmenait des choses en Algérie, elle se disait peut-être que je les laissais en Algérie. Sauf qu'elle ne se souvenait pas l'avoir emmené en Algérie. Donc, mais elle ne se posait pas la question que quelqu'un la volait. Donc, du coup, quand elle ne trouvait pas quelque chose, elle se disait « j'ai dû le laisser en Algérie, dans ma maison en Algérie ». Donc, à partir de là, elle ne se posait pas trop de questions. Ce qu'il y a, c'est que mon frère était de plus en plus malade, c'est-à-dire qu'il s'isolait de plus en plus, il faisait mine de prendre ses médicaments avaient l'air d'être pris, mais il ne nous parlait plus, il s'isolait de plus en plus, il sortait, on ne savait ni quand ni où, donc pour quelqu'un qui a une maladie psychiatrique, en région parisienne, c'est compliqué de le faire interner, puisqu'il faut vraiment avoir fait une tentative de suicide, être un danger pour soi-même ou pour les autres, pour qu'il y ait un internement et véritablement une observation et un ajustement de son traitement. Donc, pour les médecins, pour eux, ils ne prenaient pas son médicament correctement, et c'est effectivement ce qui était le cas, puisque, en fait, madame, tout simplement, lui prenait ses médicaments et le fournissait en cannabis. C'est très, très comique comme situation, où on se marie avec quelqu'un qui est censé prendre soin de nous et qui finalement est en train de nous tuer.